Bonsoir, merci beaucoup pour les deux orateurs et pour le coordinateur. Alors ma question c'est pour les deux, si vous voulez. On a parlé de mariage amour, mariage sexualité, mais j'aimerais bien en fait poser une question sur le rapport entre amour et sexualité ensemble dans un cadre de mariage, on va dire. Est-ce que c'est malsain ou est-ce que c'est un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas si l'amour et la sexualité ils étaient décorrélés et que parfois on vit la sexualité par instinct et pas par amour et que parfois on a un amour qui est plus tendre et amical que désir sexuel. D'accord. Merci. Donc vous souhaitez qu'on replace la question de la sexualité dans le mariage et qu'on voit quel est le rapport entre sexualité et mariage. Amour et mariage, pardon. Amour et sexualité dans le mariage. Voilà. Alors, qui veut commencer? David? Puisque, d'une part, depuis toujours, l'amour fait partie du mariage, et d'autant plus depuis un siècle, je crois qu'il serait difficile d'envisager une relation de mariage en général où il n'y a pas l'amour. Maintenant, l'amour englobe, comme j'ai dit, les trois aspects d'attraction physique, d'amitié et de vouloir le bien de l'autre. Donc, la relation entre sexualité et amour, c'est la relation entre sexualité et ces trois types d'amour. Donc, il se peut que par attraction, on veut à tel ou tel moment faire l'amour et son conjoint est fatigué ou je ne sais pas quoi. Donc là, il intervient les autres aspects d'amitié ou de vouloir le bien de l'autre, de ne pas exiger quelque chose. Il faut que ce soit toujours d'un commun accord, à la fois le quand et le comment. Et si ce n'est pas d'un commun accord, on ne respecte pas son conjoint. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je dirais que la sexualité n'est jamais obligatoire. Si vous êtes bien avec quelqu'un sans avoir des rapports physiques, pourquoi se mettre martel en tête? Et sur ce plan, c'est vraiment une question d'arbitrage entre amants ou conjoints ou époux. Il y a des époux qui, au bout d'un certain nombre d'années, constatent que le désir les a quittés, mais que le désir de rester ensemble, au contraire, n'a jamais été aussi fort. Alors là, eh bien, il y a plusieurs options, et je ne peux pas donner de conseils. Il y a des époux qui consentent, sans le dire souvent, à ce que le partenaire aille voir ailleurs. C'était d'ailleurs la règle dans l'Ancien Régime, en disant « je préfère encore le savoir ou la savoir infidèle plutôt que de la perdre ou de le perdre ». Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de règle, mais je pense à l'inverse que le devoir érotique quotidien auquel nous astreignent les magazines et la rumeur et la pression est quelque chose de néfaste. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous avez des dîners entre couples d'âge mûr, il y a un moment où la question tombe à table. Et vous faites encore l'amour? Et combien de fois? Ça vient. Et alors les gens soit se vantent en expliquant que c'est pratiquement tous les matins, soit au contraire avouent oui, un peu moins, beaucoup moins même qu'avant. Ils regardent la télévision, ils regardent le foot, ils boivent de la bière, ils se laissent aller, elles se laissent aller. Mais au fond, est-ce que avons-nous besoin d'avoir une vision héroïque du couple? Là, c'est vraiment à chacun d'envisager lui-même les solutions qu'il propose à l'autre et qu'il se propose à lui-même. Évidemment, si le délabrement érotique est total, à ce moment-là, c'est la fin. Mais non, simplement pour dire, il y a 1000 autres liens entre un homme et une femme que le lien sensuel. Il y a 1000 autres attachements qui sont souvent beaucoup plus forts que le pur désir sexuel. Et ça, on le découvre avec le temps. Mais enfin, ça n'empêche pas aussi d'avoir des pulsions très impératives. Donc voilà, c'est un compromis entre les deux. Merci bien. Est-ce que le micro est par là? Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Levez la main si vous désirez intervenir. Oui, s'il vous plaît.
Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'aimerais justement, au vu de l'augmentation du nombre des divorces, au vu de l'augmentation de l'espérance de vie qu'a évoqué M. Bruckner, et donc de la difficulté de maintenir un mariage, j'aimerais un petit peu savoir votre avis à tous les deux vis-à-vis au final, quel est l'intérêt du mariage aujourd'hui? Est-ce une simple aventure? Est-ce un échange de confiance? Que pensez-vous donc de l'utilité du mariage de nos jours? Merci. Alors je résume votre question, c'est aussi pour une question d'enregistrement. Donc vous avez dit, au vu du nombre important des divorces, dans le fond, quel est le sens du mariage? À quoi sert-il? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est se faire confiance? Quelle est la justification, au fond, du mariage? Qui veut commencer? Alors, Monsieur Bruckner. Effectivement, c'est la bonne question. C'est-à-dire que la loi et les mœurs ont rendu aujourd'hui le mariage inutile. Pourquoi? Parce que après les années 70, le législateur, soucieux de coller à la population, a légalisé ce qui constituait tout au long du 19e et du 20e siècle l'abomination par excellence, c'est-à-dire l'union libre, le concubinage. On a inventé le Pax pour les homosexuels et par une ironie de l'histoire incroyable, ce Pax d'associations civiles de solidarité est devenu hétérosexuel à 95%. Alors pourquoi le mariage, effectivement, est-il en crise? Pourquoi semble-t-il à beaucoup de nos contemporains caduc? Eh bien, précisément parce qu'on peut lui substituer d'autres formes d'alliance, d'autres formes d'association, et que sur ce plan, le Pax a un rôle tout à fait intéressant. Qu'est-ce que c'est au fond que le Pax? C'est une fiançaille éternelle. Ce Pax, c'est les gens qui ne veulent pas s'engager dans le mariage, qui veulent échapper en quelque sorte aux pesanteurs de l'institution, et ils veulent tous les charmes de l'improvisation amoureuse sans jamais tomber sous le carcan de la société. Il y a quelques années, à Paris, le maire du 18e arrondissement venait place des Abbesses pendant les dimanches d'octobre, et des couples allaient se faire enregistrer auprès du maire en se jurant de ne jamais mettre leur nom au bas d'un manuscrit, pour reprendre la fameuse chanson de Brassens. C'est-à-dire ces couples allaient demander au maire du 18e arrondissement la permission de ne jamais s'engager officiellement en tant qu'époux. Et ce qui est très paradoxal, parce qu'on demande à un représentant de l'État, finalement, d'échapper à la tutelle de l'État. Mais je crois que ça en dit long sur notre idéal amoureux aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idéal du couple n'a pas changé, il est le même. C'est l'idéal, effectivement, d'un être qui nous accompagnera notre vie durant. Son application est plus difficile, car en fait, nous aimons souvent plusieurs personnes au cours de notre vie. Et en réalité, l'union libre, le concubinage, le Pax sont des moyens de tourner autour de l'idéal conjugal sans jamais tomber sous sa coupe. Nous rusons en quelque sorte avec le mariage, alors même qu'il demeure un objet d'admiration. On admire les couples qui sont ensemble depuis très longtemps. On aimerait pouvoir faire ce qu'ils ont réussi, mais l'institution elle-même paraît encore trop contraignante pour un certain nombre de couples. Et alors, il y a un phénomène que je trouve intéressant pour ma part, c'est que jusque dans les années 60-70, le mariage était le début de la vie amoureuse. La jeune fille quittait ses parents pour aller se mettre sous la tutelle de son mari, l'homme également. Il était rare qu'ils aient eu des aventures avant le mariage. Et au fond, voilà, c'était le début. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus de couples qui ont vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans ensemble et qui décident à 60 ans, tout d'un coup, de se marier. Ils invitent tous les copains, ils font une grande cérémonie. Et le mariage n'est donc plus l'inauguration de la vie amoureuse, il en est la conclusion, il en est le couronnement. C'est-à-dire, il est au fond l'attestation que l'amour qu'on s'est voué l'un à l'autre est un amour authentique. Et cette idée d'authenticité, je pense que c'est une idée chrétienne, c'est une idée que la Bible et le Nouveau Testament et l'Église ont constamment défendue. C'est cette idée qu'effectivement,
Une union ne mérite de durer que si elle est enracinée dans la bonne foi et dans l'attachement réciproque des époux. Si elle est autre chose donc qu'une comédie sociale ou une singerie que l'on prolonge pour être dans les conventions. Et donc le mariage est en crise, mais l'idéal du mariage, curieusement, persiste, y compris au sein des unions les plus éphémères. Merci beaucoup. David Brown? Il me semble qu'il y a beaucoup d'ironie parfois dans la situation, parce que même au niveau du Pacs, on veut échapper au carcan du mariage, mais on réclame toujours les mêmes droits, quelque part. C'est assez particulier, c'est assez ironique, hein, pour utiliser le mot que M. Bruckner a utilisé tout à l'heure. Quelle est l'utilité? Je reviens à cette question. Permettez-moi de raconter, c'est une petite anecdote quelque part. Quand une de mes filles s'est mariée, elle m'a dit une chose assez curieuse. Elle dit « Beaucoup de mes copines sont jalouses. » Parce que elles étaient en Pacs, en union libre, etc. Et il y avait une certaine jalousie de cette situation. Maintenant, comment comprendre? On est dans un monde où la sexualité est omniprésente. Si elle est aussi présente dans la vie de tous, c'est une autre question, mais elle est omniprésente. La pornographie, il suffit de quelques clics sur son ordinateur, et donc il est assez difficile de concevoir une vie seule. Donc il y a une certaine pression sociale, surtout quand on est jeune, quand on est étudiant, de dire bah, je vais me mettre avec quelqu'un. Et donc après, je suis avec quelqu'un. Si on met ça sur Facebook, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que je sors de temps en temps, on vit ensemble, on est mariés, on est fiancés, on ne sait pas. C'est une expression qui couvre tout. Donc, quelque part, il y a, je pense, cette notion de solidité de la relation qui est donnée non pas par l'institution en tant que telle, c'est pas le bout de papier, le bout de papier ne prouve rien du tout, si on veut. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'y crois très fort, cette valeur quand même de la parole donnée. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à rester avec toi. Et il me semble que s'il y a le moindre doute par rapport à cela, qu'est-ce qui arrive si je suis malade, qu'est-ce qui arrive, etc., etc. J'ai perdu un œil dans le même accident de voiture qui a coûté la vie à ma première femme. Et j'avais à un certain moment une hantise, mais qu'est-ce qui arriverait si je perdais l'autre? Est-ce que ma femme me lirait les livres? Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle resterait avec moi? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas personnellement le moindre doute parce qu'on s'est engagé. Bon, certains vont dire que c'est un peu vieux jeu, je ne sais pas quoi. Mais il me semble que cet engagement de la parole donnée, si elle est honnête et réelle et basée sur des valeurs communes, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, permet un épanouissement dans la relation qu'on n'aurait pas autrement. Bon, c'est ma conviction personnelle. Voilà, il nous reste encore un peu de temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un... Voilà, allez-y s'il vous plaît. Alors, plutôt que le mariage ou le Pacs, est-ce que c'est pas plutôt une question de vie commune, c'est-à-dire d'habitude? Est-ce que le quotidien ne tue pas l'amour, quel que soit l'engagement? Est-ce que le quotidien tue l'amour, quel que soit l'engagement? Monsieur Bruckner? Oui, il le tue, mais il le renforce aussi. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. Alors, dans la physiologie du mariage, Balzac a des pages assez intéressantes sur le lit conjugal. Et lui, il était un grand partisan des chambres séparées. Alors, ça suppose aujourd'hui un certain revenu social, car, vous le savez, l'immobilier dans nos villes est devenu hors de prix. Et que déjà, trouver une chambre pour deux, c'est un miracle quand on est jeune, mais alors trouver deux chambres, c'est quasiment, ça tient de l'exploit. Mais il y a dans cette idée de Balzac, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement,
pour ménager les surprises de l'amour, il faut en quelque sorte échapper au spectacle obligatoire de l'autre au quotidien. C'est d'ailleurs c'est aussi le thème du livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, où les deux amants font absolument tout pour ne pas se voir à la toilette, dans la salle de bain, et ils se présentent l'un à l'autre dans un habit de lumière éblouissant parce qu'ils ne veulent pas que le conjoint les voit dans des attitudes qu'il pourrait juger grossières ou infamantes. Alors évidemment, ça c'est un extrême, mais le quotidien tue l'amour, sans doute, il le renforce aussi, puisque un couple heureux, c'est un couple qui partage les mêmes rituels, les mêmes manies, car le mot est là, c'est une névrose commune, un couple heureux. C'est une névrose commune, on est heureux d'avoir les mêmes petites habitudes qu'on entretient, comme on entretient un feu, et au fond, on reconnaît très vite une personne avec qui on va être bien, parce que précisément, les rythmes du quotidien sont pratiquement identiques. Même besoin de sommeil, même goût pour le sport, pour les exercices physiques, même amour du cinéma. Enfin bon, on se rend compte très vite que ça va plutôt marcher mieux avec cette personne qu'avec une autre. Et donc, effectivement, le quotidien est à la fois cette puissance d'engloutissement de la passion et en même temps ce qui porte les sentiments jour après jour. Maintenant, il y a cette formule que beaucoup de gens choisissent aujourd'hui, mais après un certain nombre d'années, c'est pour ça tout à l'heure David Brown parlait de ne pas se tromper dans le choix, je pense que le deuxième ou le troisième mariage est en général plus heureux que le premier, parce que précisément on se connaît et on sait dans quelle erreur ne pas tomber. Mais il y a un phénomène qui se répand de part et d'autre de l'Atlantique, c'est les appartements séparés. C'est-à-dire on se voit, alors ça suppose qu'on n'ait pas d'enfants ensemble, on se voit quand on le désire, et donc on maintient une sorte de flamme. Tiens, est-ce qu'il va m'appeler aujourd'hui? Ah, pas de nouvelles, tiens, c'est curieux, il est 11h du soir, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et donc c'est justement cette idée très importante que les jeux ne sont pas faits, que l'autre n'est pas donné une bonne fois pour toutes, que c'est pas un meuble qui est assis à côté de vous dans la chambre et à qui vous n'adressez même plus la parole. C'est peut-être ça, effectivement, qui permet d'échapper aux maléfices du quotidien et qui permet donc aussi de refuser l'usure du temps. David Brown, vous avez fait allusion au fait que vous êtes marié depuis 33 ans. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'usure du quotidien? J'étais avec des jeunes récemment et j'ai dit une phrase que un des jeunes a pris au pied de la lettre, alors que c'était une blague, mais pas complètement. J'ai dit, le secret d'un mariage heureux, c'est de ne jamais prendre le petit déjeuner ensemble. Et bon, c'est le cas chez nous, en tout cas, sauf le dimanche, parce que là, mais sauf le dimanche, parce que bon, on n'a pas le même rythme de vie en quelque sorte. Mon épouse le matin, elle est un petit peu dans les vapes, alors que moi j'aime bien commencer la journée assez tôt. Je me lève assez tôt, j'aime ça. Donc, mais j'aimerais répondre avec une autre pensée, c'est que de toute façon, un mariage, c'est aussi une histoire qui s'écrit, c'est quelque chose qui se crée. Et la phrase que j'aime le plus par rapport au mariage, c'est « Te souviens-tu quand ?» Parce qu'on a vécu des choses ensemble. Et je trouve ça très fort, en fait, que si on est avec quelqu'un et tout d'un coup on dit « Te souviens-tu quand ?» Ah, non, c'était avec quelqu'un d'autre. Ah bah, j'ai rien dit. En quelque sorte, l'idéal, c'est de construire dans la longueur plein de bons souvenirs, de bons moments qu'on a vécus. On se souvenait parfois des moments difficiles, mais te souviens-tu quand? Me semble très fort dans le mariage. Alors, je voudrais savoir combien vous êtes à avoir une question à poser, parce que s'il y en a qu'une ou deux, on est dans les temps. Si vous êtes une dizaine, on va demander à nos orateurs de répondre plus courtement pour qu'on puisse satisfaire vos questions. Alors, levez vite la main, que je vois à peu près 1, 2, 3, 4 questions. Alors, les intervenants, en 5 à 10 minutes, il faut qu'on ait répondu à 4 questions. On commence par vous. Moi, c'est une question pour Pascal Bruckner. Et en fait, j'ai deux petites questions.
En fait, je voudrais savoir pourquoi il y a eu cette évolution vers ce phénomène de société. En fait, c'est devenu un problème de société, l'amour, alors que c'était pas le cas avant. Vous nous l'avez expliqué. Et pourquoi il y a eu cette évolution? Est-ce que c'est pas un rapport de force entre les hommes et les femmes que les hommes auraient perdu en se suicidant quelque part et en donnant le pouvoir aux femmes dans certains domaines? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le livre de Zemmour c'est le premier sexe, qui explique en fait que la perte de pouvoir, enfin tous les problèmes qu'on a aujourd'hui de société avec l'amour, ça vient de la guerre de 14 où il y a eu une dévalorisation de l'homme guerrier et qui a induit après des problèmes de société de ce type-là. Merci. C'est une question immense que vous posez. Oui, je me dis avec le temps dont on dispose, c'est un... J'aime bien Éric Zemmour, mais je suis en total désaccord avec sa thèse. Je pense que ce garçon intelligent a un problème avec sa virilité. Et l'idée que les hommes ont perdu le pouvoir est fausse, tout simplement fausse. Les hommes ont le pouvoir encore aujourd'hui, simplement ils tendent à le partager un peu plus avec les femmes. Mais c'est vrai, le véritable événement du XXe siècle, c'est pas la révolution de l'amour, c'est l'émancipation des femmes. C'est ce qui est en train de changer, même le socle anthropologique de nos sociétés. Et c'est les femmes qui ont complètement modifié l'expérience de l'amour. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont elles qui partent, ce sont elles qui exigent quelque chose d'un peu intense dans la relation à deux. Ce qui pose problème dans le monde amoureux aujourd'hui, c'est que nous tentons de concilier deux valeurs qui sont inconciliables, l'attachement irraisonné pour une personne et l'attachement irraisonné à sa propre liberté. Et quand vous avez ces deux exigences dans un couple, vous avez évidemment un tiraillement terrible. Nous voulons à la fois être maîtres de nous-mêmes et passionnément épris de l'autre. Et c'est l'impossibilité de choisir entre ces deux postulations qui, me semble-t-il, explique la crise de l'amour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Qui avait levé la main? Voilà. Merci. Alors, bonsoir. Donc, à la vue finalement de l'imperfection inhérente à tout être humain, pensez-vous que la foi, la spiritualité, enfin, le regard vers le divin, en fait, peut être une réponse à la maladie dont le mariage souffre actuellement, en fait. Voilà. Et je m'adresse, enfin, je voudrais que Pascal Bruckner réponde particulièrement. Merci. Moi qui n'ai pas la foi, évidemment, je suis bien mal placé pour vous répondre. Je pense que la spiritualité peut exister indépendamment d'une religion établie. Il y a une expérience de l'amour dont on se rencontre avec le temps. C'est que, si imparfait soyons-nous, si faillibles, l'amour rend meilleur quand même. C'est quand même une chose dont on se rend compte. C'est-à-dire que, par l'amour, nous devenons capables de nous surpasser, de nous sacrifier pour les gens, de donner infiniment plus que ce que nous supposions au départ. Et en ce sens, que nous soyons croyants ou non, l'amour peut transfigurer les êtres humains. Et je crois que c'est cela l'essentiel, et c'est vers cela que nous tendons à travers nos amours imparfaites. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. Nous vivons une époque de consommation. Est-ce que vous croyez, ne croyez-vous pas que le problème, c'est aussi parce qu'on consomme de l'être humain et que c'est lié à la société de consommation? David Brandt, vous voulez répondre à cette question? Tout à fait la question. Est-ce que nous ne sommes pas dans une société de consommation qui fait que nous consommons de l'être humain? Oui. Bah oui, on pourrait dire ça, oui. Je l'ai résumé courtement, mais je crois que c'était le sens de la question. Oui. Bon, tout simplement parce qu'il faut des réponses courtes, mais dans toute société, toutes les relations sociales vont être influencées par la société dans laquelle on vit. Et dans une société de consommation, ça va être un facteur qui contribue à la représentation mentale d'une relation. Et puisque c'est une société de consommation, ça va être reflété un peu quelque part. Alors je crois que nous arrivons à la dernière question, et après je rendrai encore deux questions.
D'accord. Et après, je rendrai la parole à Alphonse, s'il vous plaît, oui. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais poser une question à Monsieur David Brown. Donc, vous avez dit que votre femme et vous, vous aviez beaucoup de différences et que vous avez une foi chrétienne commune. Et en fait, j'aimerais savoir si vos valeurs chrétiennes suffisent dans votre couple à bâtir un couple durable, en fait. Quelle est la place de votre foi chrétienne dans le couple? Est-ce que ça suffit à bâtir une relation solide dans le couple, en fait? Quelle est cette contribution? Ouais. Merci. En un mot, je pense que oui, parce que j'ai essayé de dire à plusieurs reprises que ce qui me semble le plus important, c'est d'avoir ces valeurs fondamentales ou aller plus loin que ça, la vision du monde et de la vie en commun. Donc il ne s'agit pas de dire je suis une religion, j'ai une spiritualité, j'aime bien faire certaines choses. Ce n'est pas ça. Mais si on a une conviction, comme je l'ai dit sur ces 5 points, Dieu le Créateur me donne une valeur. Mais malgré tout, moi, à un certain moment, je me suis détourné de lui. Il fallait que je revienne, que je me convertisse. Jésus m'a racheté. Je vis dans ce monde qu'il a créé avec ma femme. On attend ensemble la vie éternelle. Ce sont des choses fortes. Et donc, qui fait que, ne serait-ce que ce dernier point peut me dire, mais admettons qu'elle soit alitée le reste de mes jours. Ce n'est que 30 ans par rapport à l'éternité. On a fini ou il y a encore une question? Vas-y. Moi, j'aurais une question pour les deux orateurs. Donc, vous avez parlé beaucoup du divorce. J'aurais une double question plutôt. La première question, c'est le divorce n'est-il pas la facilité dans le couple à fuir les problèmes, donc notamment lors des disputes? Et la deuxième question, c'est est-ce que le divorce n'est-elle pas aussi une cause de l'augmentation des mariages qui finissent en divorce? Le fait que quand on se marie, on pense qu'on a une porte de sortie. Voilà. Vous voulez commencer, Monsieur Bruckner? Oui, bien sûr que le divorce est une facilité, mais la vie ne consiste pas à souffrir. Donc c'est ça. Et cette facilité-là, les femmes l'empruntent aujourd'hui massivement dans tous les pays, y compris des femmes d'un certain âge. Je voyais récemment un reportage sur France 2 où des femmes de 60 ans quittaient leur mari tout en sachant qu'elles allaient ensuite probablement connaître une situation matérielle difficile et peut-être probablement rester seules. Mais elles préféraient cette solitude dans la liberté à la poursuite de la vie quotidienne dans les chaînes. Donc c'est un choix existentiel. Donc votre deuxième question, c'est est-ce que le divorce facilite le mariage? Ou est-ce que l'idée du divorce oui. introduite dans le mariage n'est pas une porte de sortie? Bien sûr, c'était la grande idée de Milton. C'était l'idée que finalement les époux s'engagent dans le mariage avec la perspective du divorce, exactement comme un peuple choisit son souverain en sachant qu'il peut le déposer. Et donc, à partir du moment où nous savons qu'il y a une porte de sortie possible, le choix du conjoint est beaucoup plus authentique, car au fond, nous le choisissons en toute liberté. Et c'est cette liberté-là, me semble-t-il, sur laquelle il faut insister. Il faut vraiment aller vers les gens que nous aimons, parce que c'est une conquête historique dont on voit les effets partout aujourd'hui, dans les pays du Maghreb, en Afrique, en Inde. Les jeunes gens, que demandent-ils avant tout? Ils demandent « Libérez-nous de la tutelle des familles, laissez-moi aimer la femme de mon choix, l'homme de mon choix. N'interposez pas la loi du clan, de la tradition, de la religion. » Ça, je crois que c'est une conquête pour laquelle nous devons nous battre, car effectivement, cette liberté d'aimer qui nous voulons, c'est un droit très récent dans l'histoire et pour lequel il vaut la peine de se battre. Merci. David Brown. Okay. En 2 phrases, je pense que s'il n'y avait pas la possibilité de divorce, il y aurait des situations complètement dramatiques. Parce qu'il faut le permettre quand il y a violence conjugale, etc. Et c'était même prévu, comme je l'ai dit, parmi le peuple juif jusqu'à l'époque de Moïse. Donc ce serait dramatique si on ne pouvait pas mettre fin à une situation inextricable. Mais évidemment, cela ouvre une certaine porte de sortie facile dont certains peuvent profiter. Donc, mais devant le choix et dans un monde
que j'appelle souvent anormale à cause de la situation de l'être humain par rapport à Dieu. Il vaut mieux que cette situation existe pour éviter le pire, même si parfois c'est trop facile pour d'autres. Messieurs, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre participation et la qualité.